bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla l'ivresse. Vendredi soir, 19h et j'ouvre enfin ce carnet de lecture, c'est pas trop tôt. J'ai pas mal de choses à vous dire mais pas énormément de temps, donc on va faire les choses dans l'ordre des priorités. Je vais faire un petit unboxing avec vous rapidement et je viendrai vous parler de mes lectures en cours un petit peu plus tard dans le week-end. Je vous installe, je m'installe aussi tant qu'à faire et on est parti pour le petit unboxing. On y est, ouais c'est bon, hop. Du coup, petite enveloppe que j'ai là, je sais ce que c'est, donc pas trop de suspense pour moi, mais suspense pour vous. Hop, désolée pour le bruit. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, Aurore du compte Aurore Books and Write a organisé un petit concours récemment, un concours pour gagner un roman qui vient de paraître et c'est le dernier roman d'une autrice que je ne connais pas mais que j'ai très envie de découvrir et donc j'avoue que je participe pas forcément à tous les concours qui peuvent se produire hein, sur Instagram ou YouTube mais là pour le coup ça me tentait bien donc j'ai tenté ma chance et c'est moi qui ai gagné, voilà. Donc du coup j'ai eu la chance de recevoir Rendez-vous à la porte dorée de Agathe Ruga et c'est vraiment une autrice qui m'intrigue beaucoup, j'ai très envie de lire L'homme que je ne devais pas aimer et donc ben voilà, là j'avais bien envie de découvrir sa nouvelle parution. C'est paru là hein, il y a pas très longtemps, il y a peut-être je dirais un mois de ça. Voilà. Je vous lis peut-être la 4e de couve, donc il faut que j'enlève ça. Alors, j'ai oublié pourquoi je t'ai quitté. Comment vivre quand on a le sentiment d'avoir éconduit l'amour de sa vie? À quoi sommes-nous prêts pour le récupérer? Anne étouffait dans son quotidien de mère et de femme. Elle n'avait pas compris qu'elle était comblée avant de tout envoyer valser pour vivre une passion avec un homme plus jeune qu'elle. Après le succès de Anne, de L'homme que je ne devais pas aimer, pardon, le nouveau roman d'Agathe Ruga révèle les regrets et la désillusion après la fuite. Il raconte surtout une histoire d'amour, celle d'Anne et Joachim, que seule l'écriture éternisera. Voilà, donc autant vous dire que j'ai hâte vraiment de découvrir la plume de l'autrice. Il est vraiment pas très long, il fait 240 pages en gros, hein, 250 pages on va dire. Donc à tout moment ça peut se lire très vite. Voilà, donc un grand merci Aurore, vraiment je suis hyper contente d'avoir été sélectionnée pour ce concours et d'avoir gagné. Donc merci beaucoup pour l'envoi de ce roman dont je viendrai bien évidemment vous parler plus en détail quand je l'aurai lu. Sur ce, je ne m'éternise pas puisque nous avons une petite soirée de prévue ce soir, donc j'attends juste que mon conjoint et mon fils rentrent et puis on y va, on repart. Donc voilà, c'était juste en coup de vent que je venais vous parler. En termes de lecture papier, je suis actuellement dans le roman de Lisa Scottoline qui s'intitule Éternel. C'est un roman publié chez Hauteville dont je vous avais parlé dans mon précédent carnet de lecture. C'est un roman qui est assez gros, vraiment c'est très épais, c'est une jolie brique. Donc j'ai lu je crois à peu près à 20%, j'avance pas très vite et pas autant que ce que je voudrais en tout cas. Donc j'espère pouvoir venir vous en reparler quand même assez rapidement. Et en lecture audio, je viens d'entamer le tout dernier Serena Giuliano qui s'appelle Felicita et qui a été publié mais il y a 2 semaines je crois. Là en ce moment je lis vraiment des nouveautés, donc c'est cool, ça change. Et donc pour le coup c'est donc une lecture audio, c'est un Serena Giuliano donc c'est quand même pas très long. Les lectures audio chez Serena Giuliano c'est grand maximum 5 heures, hein, 5-6 heures et donc là on doit être sur 4h30 je crois sur Felicita. J'ai déjà écouté une bonne heure je crois donc je pense que ça va être vite écouté et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de lectures audio en attente donc ce sera l'occasion de lire un peu plus vite. Voilà, enfin d'écouter en tout cas un peu plus vite. Voilà ce que j'avais à vous dire, je vous laisse là et puis je vous reprends plus tard. Hello, on est dimanche soir, il est 21h et je m'excuse pour cette lumière absolument pas naturelle.
Mais c'est le seul moment où je peux venir vous parler, donc du coup je profite d'un petit peu de calme et malheureusement vous n'aurez pas de luminosité superbe, mais on va faire avec. Je viens vous parler ce soir pour une bonne raison. J'ai terminé ma lecture audio qui n'était autre que le dernier roman de Serena Giuliano que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à Ned Gallet et à Lizzie, et je les remercie infiniment. Serena Giuliano, c'est un petit peu mon petit bonbon que j'attends avec impatience tous les ans lorsqu'elle sort ses romans. Elle sort à peu près un roman par an et à peu près toujours à la même période. Et c'est vrai que j'aime beaucoup lire ces romans à leur sortie. De Serena Giuliano, pour le moment, j'en ai lu 4 avec celui-ci. Je n'ai pas lu ses tout premiers, donc je n'ai pas lu Luna et Ciao Bella, mais j'ai lu Mamma Maria, Sarà perché ti amo, Un coup de soleil et le dernier, donc Felicita. Et je dois vous avouer que pour le moment, je pense que mon préféré reste Mamma Maria, qui n'arrive pas, enfin en tout cas pour le moment, il n'y a aucun autre de ces romans qui l'a vraiment détrôné. Mamma Maria, c'est vraiment mon petit chouchou de l'autrice. J'avais adoré cette histoire que j'avais écoutée, je venais juste d'accoucher, j'avais écouté ça la nuit quand je donnais des biberons à mon fils et que je devais me lever. Et franchement, j'avais adoré cette histoire et j'arrive pas à retrouver quelque chose qui le détrône. Donc écoutez, Mamma Maria reste en top niveau, mais globalement, les Serena Giuliano, pour moi, ça reste quand même une valeur sûre. C'est un peu comme les Virginie Grimaldi, si vous voulez, ou les Julien Sandrel. Enfin, quoique Julien Sandrel, je le passe un peu à part quand même, parce que c'est mon chouchou number one. Mais ça reste des romans un peu tranches de vie que j'adore découvrir et pour lesquels je suis toujours contente. Enfin, je ressors jamais complètement déçue de mes lectures ou complètement désabusée, donc j'y retourne tous les ans avec grand plaisir. D'ailleurs, avant de vous donner mon avis sur Felicita, qui est donc le dernier roman de l'autrice, je tenais quand même à vous préciser, en parlant lecture audio, que les romans de Serena Giuliano sont très 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 bons à l'audio. Vraiment, ce sont des petits bonbons à écouter, c'est un peu comme les Karen Pont. Je trouve que ça s'écoute très très bien. Et là, sur Felicita, la petite surprise, c'est que c'est l'autrice elle-même qui lit le roman. Et je trouve que ça donne un petit côté assez charmant, puisque vous avez l'accent italien, vous avez tout ça. Et ça nous transporte directement en Italie. Et rien que pour ça, je trouve que vraiment l'écouter à l'audio, ça a une saveur particulière. Donc si vous n'avez pas forcément envie de lire le dernier roman de l'autrice, si vous n'avez pas forcément le temps ou pas forcément l'envie de l'acheter aussi, parce que malgré tout on reste sur un grand format qui a un certain coût, donc ça peut aussi être une raison valable de pas forcément vouloir se ruer en librairie. Et bien sachez que la version audio est vraiment vraiment agréable, et globalement c'est vrai que les romans de Serena Giuliano à l'écoute audio sont parfaits. Dans Felicita, nous faisons la connaissance de Valentina, qui est le personnage principal. Valentina est une wedding planner milanaise qui a monté sa propre boîte et elle organise des mariages spécifiquement sur le lac de Côme. Elle s'est entourée d'une petite équipe et actuellement, sa petite équipe, c'est un petit peu sa bouée de sauvetage, puisque elle vient de perdre tragiquement sa meilleure amie Azura, qui est décédée dans un accident de voiture, et du coup elle a perdu tous ses repères en perdant sa meilleure amie, et elle trouve uniquement du réconfort dans son travail et grâce à sa petite filleule Bianca, la fille d'Azura qui a à peine 1 an, et voilà un petit peu le pitch de départ. Donc vous l'aurez sûrement compris, on est sur un roman tranche de vie, c'est un petit peu la spécialité quand même de Serena Giuliano. On est un petit peu sur la même construction narrative que ce qu'on avait pu retrouver l'année dernière lorsqu'elle avait sorti son roman Un coup de soleil, où en fait on suivait des moments de vie de certains personnages
à travers le personnage d'Éléonore qui était femme de ménage et donc qui débarquait un petit peu dans la vie des gens. Et bien là c'est un peu la même chose avec Valentina puisque on suit certaines histoires de couple à travers les mariages qu'elle peut organiser. Et donc c'est pour ça qu'on est sur un roman un peu tranche de vie. Euh, alors, moi, ce que j'adore avec les romans de Serena Giuliano, et celui-ci n'a absolument pas fait exception à la règle, c'est que l'on retrouve vraiment cette ambiance italienne. On retrouve toutes les saveurs de l'Italie, on retrouve le soleil, on retrouve les sensations, l'accent chantant, on a un petit peu l'eau à la bouche lorsque l'on découvre les spécialités culinaires qui prennent quand même une place importante dans ces romans. Et vraiment, on a toujours l'impression de voyager en Italie et ça fait un bien fou. Surtout en ce moment où on manque cruellement de soleil et de chaleur, on ne va pas se le cacher. Vraiment, de nous transporter dans la région milanaise, de nous transporter au niveau de la région du lac de Côme. Il y a toute une partie du roman qui se passe également en Sicile et franchement, ça fait un bien fou. Vraiment. C'est vraiment dépaysant, c'est frais et ça fait du bien. Mais à côté de ça, il y a quand même pas mal de contraste qui est apporté puisque l'autrice décide d'aborder quand même des sujets qui sont très profonds. On a tout en filigrane tout au long du roman le sujet du deuil notamment, hein, puisque voilà, le roman en tout cas se concentre surtout sur la relation entre Valentina et Azzurra et sur le fait que Azzurra est décédée et que Valentina a perdu ses repères par rapport à sa meilleure amie. Et donc du coup on suit un petit peu tout son processus par rapport à son deuil. Et donc ça c'est vraiment un des sujets profonds et marquants du roman. On a aussi d'autres thématiques qui sont importantes. Vous avez bien évidemment les relations amicales qui sont abordées. Vous avez les relations amoureuses, l'amour, le mariage. euh, vous avez la séparation aussi qui est abordée. Vous avez un certain nombre de thèmes comme ça que vous retrouvez un petit peu. Vous avez la thématique de la transidentité que l'on avait déjà dans Un coup de soleil et du coup c'est plutôt ingénieux de la part de l'autrice parce qu'on retrouve certains personnages que l'on avait dans ses romans précédents et ça franchement c'est vraiment chouette quand on a l'habitude de lire ces romans. On a un peu l'impression d'avoir un petit fil conducteur comme ça que l'on retrouve au fur et à mesure et on voyage un peu à travers l'Italie grâce à ces romans et grâce à ces personnages. Donc ça c'est plutôt bien fait. Donc vraiment des très belles thématiques, très profondes, bien mises en avant par l'autrice et ça nous donne ce roman Felicita. Là où je suis quand même un petit peu en demi-teinte, c'est justement par rapport à ces thématiques qui à mon sens sont très profondes. Je trouve qu'elles sont abordées très rapidement. J'ai même l'impression parfois d'avoir le sentiment qu'elles sont un petit peu survolées ces thématiques. Et c'est un peu dommage. Alors, la thématique du deuil, pas vraiment, parce que c'est vraiment celle dont on... Enfin, comme je vous le disais, hein, on la retrouve en filigrane tout au long du roman. Donc celle-là, non, je trouve qu'elle est bien abordée. Mais certaines thématiques sont un petit peu distillées à droite à gauche, sans pour autant être approfondies. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Il y a également certains passages, pour le coup, que j'ai trouvé pas forcément utiles. Je pense notamment au passage où Valentina revient de Sicile, elle est dans l'avion et elle rencontre une femme. Bon, en toute honnêteté, la discussion qu'elle a avec la femme en question, avec sa voisine, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose au roman. Et ce passage qu'on aurait clairement pu occulter, peut-être qu'on aurait pu en profiter pour venir gratter un petit peu plus certaines thématiques qui sont des thématiques vraiment importantes et intéressantes à traiter plus en profondeur. La fin est un petit peu rapide, mais alors ça m'a fait un peu bizarre sur le coup quand la lecture s'est arrêtée, la lecture audio s'est arrêtée, je me suis dit j'avais vraiment l'impression de rester un peu sur ma faim, et puis au fur et à mesure que les minutes passaient et les heures passaient, je me disais ouais bon en fait finalement on est sur du Serena Giuliano, faut quand même se souvenir que Serena Giuliano c'est une autrice qui est plutôt partisane des romans courts, et finalement, ça m'a moins gênée que ce que j'avais pensé à la fin de l'écoute audio. Donc
Bon, c'est pas vraiment ça qui me reste en tête, c'est plus cette histoire de thématique qui, à mon sens, aurait pu être un petit peu plus poussée. Ça n'empêche que j'ai passé un excellent moment avec cette lecture audio. Moi, j'ai vraiment, comme je vous disais, voyagé complètement en Italie et ça, ne serait-ce que ça fait vraiment du bien. Donc bah, vous pouvez y aller sans aucun souci. Si vous ne connaissez pas encore la plume de Serena Giuliano, n'hésitez pas à découvrir sa plume avec Felicita, mais aussi avec ses autres romans. C'est plutôt dans la continuité de ce qu'on avait l'année dernière avec Un coup de soleil, donc ça se lit très bien, et encore une fois, la version audio est très 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 bonne. Vous l'aurez compris, j'ai terminé ma lecture audio, donc il va falloir que j'en commence une autre, en sachant que je vous ai dit que j'avais beaucoup de lecture audio, et en fait j'ai regardé ce que j'avais, mais ce que j'ai en lecture audio, ce ne sont presque que des romances. Donc si vous êtes fan de romances, restez connectés, parce que je pense que les prochains carnets de lecture, en termes de lecture audio en tout cas, ça va être pas mal de romances, donc c'est cool parce que j'en ai pas lu tant que ça dernièrement. Et ça me permettra de vous faire un petit récap, un petit top 3-4 là, de mes romances préférées depuis le début de l'année, donc ça peut être chouette. Et j'ai également eu la chance d'être sélectionnée pour le partenariat en lecture audio, donc du coup avec NetGalley toujours, pour découvrir Veiller sur elle, le dernier roman de Jean-Baptiste Andréa, qui est donc le prix Goncourt 2023. Et je voulais absolument le lire, je voulais demander à ma belle-mère de me le prêter parce que je lui avais offert pour Noël, voilà, donc je m'étais dit je lui demanderai de me le prêter quand elle l'aura lu. Et puis finalement, vu qu'il était disponible et que j'ai été sélectionnée pour le partenariat avec NetGalley, et je suis très contente parce que je vais pouvoir le découvrir à l'audio, donc c'est parfait. Sinon, lecture papier, mais je suis toujours plongée dans ma petite briquette là, qui est ici. Je vais d'ailleurs m'y remettre ce soir là. J'en suis à 40% d'écoute. J'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est long. Enfin, on est sur un roman historique, et on est sur un roman historique bien fourni, bien dense. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps à lire que les derniers romans que j'ai pu lire dernièrement. C'est vrai que là, la semaine dernière, j'ai lu des thrillers qui étaient très courts, donc ça se lisait très vite. Là, on est sur quelque chose de costaud quand même, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je vous reprends bien évidemment plus tard dans la semaine pour vous parler de mes lectures en cours. Hello, aujourd'hui on est mardi, je suis encore au bureau mais je ne vais pas tarder à partir, donc je vous prends très rapidement. C'était juste pour vous informer que j'ai repris un nouveau livre audio et j'ai décidé de prendre à l'audio The American Roommate Experiment, qui est donc le dernier roman de Helena Armas. Et donc c'est un partenariat avec NetGalley, encore une fois, donc c'est un partenariat audio. J'ai mes écouteurs ici. Et je regarde sur internet parce que je crois que ça vient juste de sortir. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. Il vient de paraître aux éditions J'ai lu le 3 avril. Donc il est paru la semaine dernière. Et donc voilà, moi j'ai la version audio. J'aimerais vous en reparler. Si vous connaissez l'autrice, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi c'est mon premier Helena Armas. Donc c'est un peu une nouveauté pour moi. Hello, on est lundi midi et je viens tout simplement clore ce carnet de lecture maintenant, puisque je pars en déplacement professionnel tout à l'heure, là dans 2 heures, donc je vais revenir mercredi matin et je n'aurai probablement pas le temps de faire le montage, etc. pour vous le poster en temps et en heure jeudi. Donc je préfère vous clore le carnet de lecture maintenant, comme ça me laisse un peu de temps pour faire le montage. Bref.
Je viens, avant de clore le carnet, vous parler des dernières lectures que j'ai pu faire, puisque j'ai 2 retours lecture à vous faire. Le premier est un roman historique, le second est un roman plutôt tranche de vie, on va appeler ça comme ça, que j'ai lu ce week-end, et il faut avouer que je l'ai quand même dévoré. Donc, le premier dont je veux vous parler, c'est Éternel de Lisa Scottoline, que j'ai donc sur liseuse. C'est publié chez Hauteville, il est sorti en 2022 de mémoire, donc c'est pas un roman très récent. Vous le retrouvez en poche, en format poche chez Hauteville, mais voilà, vous l'avez aussi en grand format et bien sûr en format numérique. Ça fait très longtemps que je veux le lire, pour être entièrement honnête, je crois que je veux lire ce livre depuis sa sortie. Et j'avais encore pas pris le temps de me le procurer et de le découvrir, donc c'est désormais chose faite. Éternel est un roman historique qui se déroule en 1937, en tout cas le roman débute en 1937, en plein dans l'Italie de Mussolini. On est plus précisément en plein cœur de Rome. Et on va suivre 3 personnages principaux. Nous avons d'abord Elisabetta, qui est une jeune femme qui rêve d'être journaliste ou écrivaine et qui travaille en même temps que ses études. Elle travaille dans un restaurant de pâtes. Restaurant italien du coup, restaurant de pâtes. Ses parents sont assez particuliers, sa mère est relativement égoïste et c'est un personnage assez détestable quand même, sa mère. Et son père est un alcoolique notoire. Et Elisabetta, elle ne vivrait pas sans ses 2 meilleurs amis qui sont Marco et Sandro. Donc Marco, c'est un jeune sportif dont les parents tiennent le bar du Giro sur l'île Tibérine en plein cœur de Rome. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de cyclisme, c'est un jeune homme qui a des difficultés de compréhension en termes de lecture et d'écriture, mais qui à côté de ça a vraiment grand cœur et est très courageux et voilà, c'est l'un des 2 meilleurs amis d'Elisabetta. Et vous avez également Sandro. Sandro, c'est un jeune homme très intelligent qui excelle dans les mathématiques. Et en fait, il vit dans le ghetto juif de Rome. Et ses 2 parents sont également, ont également des métiers assez prestigieux, hein, puisque sa mère est pédiatre ou gynécologue, je sais plus. Enfin bon, bref, elle est médecin en tout cas. Et son père est avocat fiscaliste. Et voilà, et donc du coup c'est un petit peu la vie de ces 3 personnages que l'on suit. Bien évidemment, on est en plein dans l'Italie fasciste, on est en 1937, on assiste donc à la montée en puissance de l'antisémitisme, pardon. Vous l'aurez compris, Sandro est juif. Bon, il vous faut pas non plus beaucoup de... Voilà, les rapprochements sont vite faits, je pense. Vous avez compris un petit peu de quoi va parler le roman. Éternel, c'est une sacrée brique, hein, puisque sur liseuse, ça paraît pas forcément, mais je crois qu'en version papier, on est sur une brique de pas loin de 600 pages. Donc on est sur quelque chose d'assez dense, mais c'est un roman qui se lit extrêmement vite, à mon sens, puisque l'écriture de l'autrice est particulièrement entraînante. On a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses. Et c'est un roman qui se déroule de 1937, en gros, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, on a vraiment... l'autrice dépeint toute la période de la Seconde Guerre mondiale et donc ça va vite, il y a beaucoup d'actions, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer dans ce roman et c'est très appréciable pour ça. Malgré le fait que ça aille vite, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait de la part de l'autrice puisqu'elle prend quand même le temps de poser un peu les jalons, elle nous explique la montée en puissance du fascisme, elle nous explique la montée en puissance de l'antisémitisme et du coup je trouve qu'elle décrit les faits historiques avec un réalisme saisissant, fulgurant même parfois et ça fait vraiment froid dans le dos, on a vraiment l'impression d'y être, hein. On est plongé dans l'Italie fasciste et ça donne pas vraiment envie. J'ai particulièrement apprécié cette histoire parce que je trouve que la Seconde Guerre mondiale abordée sous le point de vue de l'Italie fasciste, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément dans les romans. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas vraiment de romans qui établissent les faits de cette façon-là. Et donc, ça change en fait. Vraiment, ça change. C'est vrai que souvent, on a beaucoup de romans qui se passent directement dans les camps de concentration ou qui vont
qui vont se passer en France, mais bah voilà, moi j'avais encore jamais lu de roman qui se passait en Italie pendant cette période. J'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant de découvrir le régime de Mussolini, parce que moi je me connaissais pas plus que ça. C'est pas quelque chose qu'on étudie à l'école ou ce genre de choses, donc c'est intellectuellement très enrichissant et ben, je trouve que ça change. Alors les faits sont vraiment très bien décrits et ce qui est assez fou quand même c'est que bah, du coup moi j'ai fait quelques recherches en parallèle pour savoir si les faits historiques que l'autrice décrivait avaient réellement existé ou pas. Et effectivement il y a beaucoup de faits historiques qui ont réellement existé donc bah, sans vouloir trop vous spoiler mais bon ça n'empêche que ça vous dévoile rien de l'intrigue mais vous avez quand même la rafle du ghetto juif de Rome qui est décrite. Vous avez également les petites factions antifascistes qui se multiplient de plus en plus dans les rues de Rome. Et ça, c'est des choses dont je n'avais pas connaissance. Donc vraiment, encore une fois, c'est plutôt rafraîchissant, même si c'est pas le terme le plus approprié pour parler de la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve que c'est plutôt rafraîchissant de découvrir ce pan de l'histoire sous cette version-là. À côté de ça, il y a quand même une petite chose qui m'a agacée pendant ma lecture, c'est que ce fameux trio de personnages que vous avez tout au long du roman, ce sont des meilleurs amis certes, mais ce sont également des amoureux, hein, puisque vous avez une petite romance qui se déroule en même temps. Et c'est pas vraiment la partie qui m'a le plus intéressée dans ce roman historique, parce que bah, la romance prend quand même un peu de place, et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était très prévisible en fait. Dans ce triangle amoureux, on sait au fur et à mesure des pages ce qui va plus ou moins se passer et j'avais très vite deviné le dénouement et du coup ça a un petit peu entaché ma lecture parce que j'ai pas trouvé que le dénouement était fou tout simplement et c'est vrai que j'aurais préféré vraiment m'attarder sur les faits historiques, sur tout ça, sans pour autant avoir ce côté vraiment romance qui vient par-dessus tous ces faits historiques. Donc c'est un peu dommage parce que, encore une fois, l'écriture de l'autrice est très très bonne, on est vraiment plongé, c'est très immersif en fait, hein. On est plongé dans les années 30 en Italie, on sent vraiment la montée du fascisme, on sent la montée de l'antisémitisme. C'est vraiment hyper intéressant de voir un peu toutes les stratégies qui peuvent se monter. Donc du coup, ça, ce côté-là, il est vraiment très très bon. Le reflet des événements historiques, c'est pareil, c'est extrêmement bien fait. Et du coup, bah, cette partie romance, pour moi, elle est un peu en deçà du reste. Et bon, voilà, le dénouement, encore une fois, ne m'a pas entièrement convaincue. C'était trop prévisible à mon goût. Voilà, si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez d'autres romans qui dépeignent un petit peu l'Italie fasciste, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire parce que pour le coup, ça m'intéresse de lire un peu plus sur cette période de l'histoire, sur ce pays que j'adore particulièrement. Après avoir découvert Éternel, je me suis enfin penchée sur ma pile à lire printanière que j'ai concoctée pour les prochaines semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous donne envie de faire une petite lecture commune par exemple, n'hésitez pas. Et donc du coup, dans cette pile printanière, j'ai décidé de lire un roman qui ne sera pas resté très longtemps dans ma pile à lire. La dernière allumette de Marie Vareille. Alors oui, je sais, c'est un roman que vous voyez fleurir partout sur les réseaux, vous en avez peut-être sûrement marre d'en entendre parler, mais j'étais hyper curieuse de le lire parce que, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Désenchanté, et j'avais également beaucoup aimé La vie rêvée des chaussettes orphelines. Alors je n'ai pas tout lu de Marie Vareille, j'ai lu ces trois-là avec la dernière allumette et donc il me reste Ainsi gèlent les bulles de savon et Le syndrome spaghetti, que je n'ai pas encore lu mais que je compte bien lire parce que ça commence à devenir une autrice un peu chouchou, donc c'était le moment ou jamais de lire sa dernière parution. Donc
Franchement, je me suis vraiment creusé la tête pour savoir comment j'allais vous parler de ce roman. Parce que pour ne rien vous cacher, je l'ai terminé samedi après-midi et ça m'a vraiment laissé estomaquée ce roman. Enfin, j'ai refermé le livre, j'ai mis plusieurs minutes pour reprendre un peu mes esprits parce que ça ne m'a absolument pas laissé de marbre, ça m'a vraiment déroutée, ça m'a vraiment mis une claque en fait ce livre et du coup je voulais vous en parler mais vraiment j'avais besoin de réfléchir à comment le faire pour éviter déjà de vous spoiler parce que si je vous spoil une partie de ce roman ça n'a pas d'intérêt de le lire, ce serait vraiment dommage et pour vous en parler avec des mots justes et des mots bien choisis. Donc c'est pour ça que je vous en parle que maintenant entre guillemets. Pour éviter de vous spoiler, ce que je vais faire, je vais prendre le parti de vous lire la 4e de couverture. Je ne vais pas faire de résumé à ma sauce comme j'ai l'habitude de le faire, même si j'aime beaucoup vous concocter des petits résumés que je fais moi. Là, en l'occurrence, j'aurais trop peur de vous spoiler. Et pour le coup, je trouve que la 4e de couverture qui est mise en avant par Charleston est extrêmement bien faite puisqu'elle ne dévoile presque rien de l'intrigue. Et du coup, vous plongez dans le roman sans rien savoir ou presque, et c'est très très bien. Donc, je vous lis la 4e de couve. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit, Marie Varey démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Voilà. Donc vous l'avez compris, il s'agit plus ou moins d'une histoire de famille puisque on rencontre Abigail qui est dans un couvent et elle va surtout nous parler de son frère. Donc Abigail a fait vœu de silence dans ce couvent et elle nous parle à travers un carnet et donc elle écrit dans ce carnet et elle nous parle énormément de Gabriel, son frère. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas la thématique du roman, je ne vous dis rien du tout parce que je ne veux vraiment pas vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, c'est un roman coup de poing. Je ne peux pas vraiment... Enfin, c'est un coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur au même titre que Désenchanté pour moi. Là, on est vraiment sur un coup de cœur roman coup de poing, en fait. Ça m'a fait un peu la même sensation que quand j'avais lu 8 battements d'ailes de Laura Trompette, il y a 2 ans de ça, qui a été vraiment un roman également coup de poing pour moi, parce que c'est vraiment saisissant, quoi. Ça nous prend presque à la gorge, tellement c'est un peu haletant, il faut qu'on reprenne un peu son souffle, il faut qu'on se remette de nos émotions quand on lit ce roman parce que c'est presque un uppercut que l'autrice nous assène. Donc du coup, on est sur un roman coup de poing plus qu'un roman coup de cœur. Pour moi, ce roman, il est nécessaire. Cette lecture, en fait, elle est presque essentielle et c'est une lecture qu'il faudrait presque mettre entre toutes les mains. Hommes, femmes, adolescents, alors peut-être pas enfants, faut pas exagérer, mais enfin, voilà, vous aurez compris. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une thématique qui doit être connue, reconnue, dont on doit parler et ce roman le fait extrêmement bien. Alors, ce qui est toujours aussi incroyable avec Marie Varey, c'est sa plume et c'est surtout cette façon de nous mener en bateau. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Pour ne rien vous cacher, on va dire que la première moitié du roman, je savais pas trop où on allait. Donc, je me laissais entraîner dans l'histoire, mais je me disais, je sais pas si ça va être un coup de cœur au même titre que Désenchanté. Bon, je voyais pas trop où elle voulait aller. Je laissais le truc se suivre. Je me disais, ouais, bon, il n'y a pas trop de suspense parce qu'on comprend vite les choses. Et en fait, à peu près à la moitié du roman, elle nous met une première gifle, mais alors monumentale. On se prend ça dans la tête, on se dit, ok, très bien, donc j'avais rien compris. Donc en fait, on finit par dérouler un peu le fil de l'histoire et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on pensait depuis le début du roman, eh ben, tout est faux.
Voilà. Et c'est en ça que je trouve que Marie Vareille excelle particulièrement parce que dans Désenchantée, euh, c'est un peu la même chose. Dans La vie rêvée des chaussettes orphelines, mais c'est presque pareil en fait, enfin vraiment. Et à chaque fois, on se dit, mais j'avais rien compris en fait. Enfin, voilà. Et c'est vraiment très très bon parce qu'en fait, elle arrive à nous surprendre avec des thématiques qui sont fortes, qui sont profondes. Et vraiment, c'est incroyable. Donc moi, je vous recommande vraiment la lecture de ce roman parce que vous l'aurez compris, on est sur quelque chose qui, à mon sens, est vraiment nécessaire. Enfin, vraiment, c'est c'est un roman coup de poing plus que Désenchanté. Désenchanté, c'est un coup de cœur parce que c'était juste incroyable. Mais il n'y a pas cette thématique forte que vous retrouvez dans La dernière allumette. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plus un roman coup de poing. Et c'est pareil, c'est un roman que je conseillerais au même titre que 8 battements d'ailes de Laura Trompette parce qu'on est sur des thématiques qui sont incroyablement fortes. Voilà mes dernières lectures. Donc pour le moment, je n'ai pas repris de livre papier. Enfin, si j'ai repris un livre papier, mais c'est une lecture en VO que je vais faire un peu sur tout le mois d'avril, le mois de mai, puisque je vous en avais un peu parlé dans ma vidéo sur la palle printanière. Je pars en déplacement professionnel à l'étranger fin mai. Et j'avais un peu envie de me remettre dans la lecture VO pour me remettre un peu dans l'anglais et compagnie, donc ce sera très bien. Mais c'est quelque chose dont je viendrai vous reparler un peu plus tard, parce que vraiment, vu ma lenteur de lecture sur de la VO, c'est pas demain la veille que je vais le terminer, hein, donc voilà. À côté de ça, je prends avec moi, pendant mon déplacement dans le nord de la France, cette petite pépite. C'est le 3e tome de la trilogie The Prison Healer que je vais lire en lecture commune avec Doris. On va finir cette saga que nous avons commencé ensemble, hein. Donc là, on est sur le 3e tome. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup le temps de le lire ce soir parce que j'arrive tard et parce que j'ai pas mal de travail, donc je suis pas sûre de le lire beaucoup ce soir, mais bon, je vais quand même essayer de le commencer. Et puis voilà, ce sera ma lecture qui va m'accompagner toute la semaine, je pense, ou presque. En termes de lecture audio, je suis toujours dans le dernier roman de Helena Armas. J'ai un petit peu avancé, mais sans plus, donc je vous en reparlerai bien évidemment dans un prochain carnet de lecture. Et en attendant, je vous souhaite de belles découvertes livresques, une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt.